Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, le podcast de débat autour du manga. Dans cette émission, nous allons parler de Frieren, le manga de fantasy qui intrigue tout le monde en ce moment, mais pas que. En effet, on va profiter de cette sortie pour parler des personnages à la longévité extraordinaire, ou les personnages, immortels. Car cette simple petite spécificité peut avoir un impact très important sur le scénario. Robin, toi, quand tu penses personnage de manga immortel, tu as qui en tête ? Je pense à Destinova. Et le flanc. Et le flanc qui est le plus immortel de tous les desserts, évidemment. Non, mais Destinova et sa karmatronique qui lui permet de mourir et de se réincarner indéfiniment, quoi. Du coup, on pense à Gali aussi, Oui. c'est-à-dire que même si on les flinguait sur Mars, elle retombe sur Terre, elle est toujours là, et Ido peut la réparer, et ensuite sa vie continue, on remplace son cerveau, tout ça, on va pas spoiler non plus. Est-ce qu'on peut penser à Goku aussi ? Ouais, Parce que Goku, il meurt, mais il revient tout le temps, alors c'est presque pareil, non ? Bah, c'est la catégorie des increvables. Ouais, c'est ça. Il revient toujours. Johnny, tu penses à qui, toi ? Lara Fabian. Pourquoi ? Bah c'est une chanson. Ok, d'accord, très bien, je la mets pas. Oh là là, Je manque de culture en Lara Fabian, je suis désolé, écoute. Mais il y a un manga sur la rap, non. Non, il n'a pas. Il devrait y avoir des mangas sur Lara Fabian. Éditeur, si vous nous entendez. Non, mais en vrai, je pense à Hohenheim. Ah oui. Et sa recherche de l'immortalité, bien évidemment. Et vous, de l'autre côté de l'appareil, je vous pose la question. Personnage, manga, immortel, ou manga et grande longévité d'un personnage ? À quel protagoniste vous pensez en premier ? Qu'est-ce qui vous vient directement en tête ? On attend vos réponses. Et pour le reste, eh bien c'est parti. Vous êtes dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga Frieren. Mais pas seulement, on va le faire aussi avec les personnages presque immortels de plein de mangas. Salut Robin, salut Johnny. Salut les coquinous. Ah, il travaille sa petite arrivée. Il travaille son intro. Tu lances sa chaîne Twitch bientôt? Non, mais je veux dire salut les noobs et je me suis trompé. Et t'as dit coquinou au lieu de noob. Parce que j'ai vu Robin, il est toujours comme ça. Bisous les coquinous et tout comme ça. Mais jamais. Il est en train de m'inventer un personnage. Alors que c'est le sien en fait. Non mais j'aime bien ce nouveau Johnny qui arrive, qui est plein de bonne humeur. Salut les coquinous et tout. Il y a un côté un peu top 50, salut les petits clous et tout, tu vois. C'est ça. Hashtag 5DC pour réagir. Discord, Instagram, Twitter, cherchez, vous nous trouverez comme d'habitude. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. L'immortalité ou la grande longévité dans les récits de l'imaginaire, c'est une thématique qui revient très souvent et les mangas ne font évidemment pas exception. Qu'est-ce qui caractérise ces personnages ? Quel intérêt y trouvent les auteurs ? Quelles qualités leur trouvent les lecteurs ? Pour parler de ce sujet, on voulait commencer par parler d'une nouveauté manga nommée Frieren. On va aussi évoquer Ajin, To Your Eternity, on va évidemment débattre de vampires ou même de robots, évidemment, parce que les robots sont aussi par conséquence immortels d'une certaine manière, même si ils peuvent être beaucoup plus facilement cassés pour certains. Frieren. C'est un manga écrit par Kanehito et Yamada et dessiné par Tsukasa Abe. C'est prépublié au Japon dans les pages du magazine Shonen Sunday et en France par les éditions Kiun. De quoi ça parle ? Eh bien, c'est une histoire de fantasy qui nous entraîne dans les pas de Frieren, une elfe qui maîtrise la magie et qui, avec sa troupe, revient d'une longue campagne dans laquelle ils ont défait le roi démon. Ils ont ramené la paix dans le royaume et donc, fin de l'histoire. Maintenant que le mal est vaincu, on fait quoi ? Eh bien, ce que vont devenir tous ces héros, c'est ce que nous raconte le premier tome de cette série dans laquelle on va suivre l'elfe Frieren, qui a une longévité phénoménale. Pour elle, une décennie, ça équivaut peut-être à quelques mois pour nous humains. Et Frieren, elle va s'interroger sur la nature humaine, s'attacher à d'autres personnages dans une quête initiatique dont le but n'est cette fois pas de devenir le plus puissant, le meilleur quelque chose, mais plutôt de comprendre le cœur humain.
Je vous propose d'écouter 2 intervenants dans cette émission à plusieurs reprises, tant qu'on parle de Frieren en tout cas. C'est Katsumasa Ogura et Takenori Ichihara qui vont faire l'émission avec nous. On les Ils sont là, accueille. ouais, ce soir. J'allais dire, je croyais que c'était non. Johnny le coquille. Et non, tous deux travaillent chez l'éditeur au Japon. On a Monsieur Ogura qui est l'éditeur de Frieren et puis Monsieur Ichihara qui est le rédacteur en chef du Shonen Sunday à l'époque de la sortie du manga. On a le plaisir d'avoir leur interview grâce aux éditions Kiun qui nous ont donné les bandes. Ils nous ont donné, hop, tenez, ça c'est la cassette. Donc Merci. on a mis la cassette dans notre lecteur cassette et on va pouvoir les écouter. Est-ce que tu l'as rembobiné avec ton crayon? Bien évidemment. Stylo, le bic, parce que du coup t'as le petit cran, Oui, c'est évidemment. Cette interview, vous pouvez la retrouver en images en intégralité sur la chaîne YouTube de l'éditeur. Et donc on va vous en mettre quelques extraits. On va même commencer d'ailleurs avec Katsumasa Ogura, l'éditeur du Weekly Shonen Sunday, qui nous raconte comment il a rencontré les 2 auteurs de Frieren. Après avoir été embauché par Shogakukan en 2009, j'ai rejoint le magazine Weekly Shonen Sunday. Et environ un an après, Kanehito Yamada est venu présenter une œuvre. Il était encore étudiant à l'époque. J'ai trouvé son histoire intéressante, j'ai senti qu'il avait du talent et je lui ai donc laissé ma carte de visite. Depuis, je suis en charge de lui. Pour Tsukasa Abe, je pense que cela date de 2014. J'avais vu ses illustrations sur internet et elles m'avaient impressionné. À l'époque, je n'avais pas du tout pensé à une collaboration entre les deux. Je trouvais effectivement son dessin intéressant et je me suis dit que j'aimerais travailler avec elle si elle se dirigeait un jour vers le manga. Je l'ai contactée, nous nous sommes rencontrés et depuis, je suis en charge d'elle. Bon, tout simplement en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est pas là on s'est croisés, nos regards se sont échangés. Et... il est éditeur quoi. Il a donné sa carte. Il a donné sa carte, il a trouvé que c'était stylé. Et puis voilà, c'est une rencontre heureuse. Oui, quoi. c'est ça en fait. Le propre d'un métier d'éditeur, c'est de créer des mariages entre des auteurs dont on se dit que les univers vont se rencontrer et que ça va fonctionner. Là, effectivement, comme tu dis, c'est une rencontre heureuse. On va écouter la suite de son propos puisqu'il va nous expliquer un petit peu plus les coulisses de l'arrivée de Frieren au Japon. Je connais les deux depuis qu'ils sont étudiants. Je voulais donc particulièrement qu'ils atteignent un succès commercial, étant donné que je suis plus âgé qu'eux et que je suis la personne les ayant amenés dans ce monde. Néanmoins, un succès commercial, bien qu'escompté, car c'est un très bon manga, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, étant donné le nombre d'œuvres qui paraissent. On voulait vraiment tenter notre chance. Mais notre priorité à tous les trois était avant tout de créer un bon manga. C'est mon avis personnel, mais je me disais qu'on pouvait en être satisfait même si ce n'était pas un succès commercial. C'est beau. Même si c'était pas un succès, on aurait été super fiers de nous. Il y a un petit storytelling, voilà. Ouais, sauf que c'est un succès commercial. Donc du coup, en fait, c'est jackpot quoi. Ouais, de toute façon, c'est un peu ça aussi, c'est que de base, c'est un éditeur, son but c'est quand même que ça marche, mais en même temps, à la base, ce qu'on veut, c'est faire des beaux projets et créer des rencontres artistiques. Et bon, après, voilà. Non, mais le pire, c'est qu'il a l'air totalement sincère. Et je pense que c'est complètement sincère, mais voilà, je pense que c'est un élément de storytelling qui était important de montrer aussi, parce que c'est une sincérité qu'on retrouve dans la série aussi, quoi. Mais après, c'est assez fou, parce que quand on y pense, c'est pas le genre de manga blockbuster qui cartonne d'entrée de jeu. En tout cas, moi je pensais pas à ce point-là en tout cas. Par exemple, je sais pas, My Hero Academia, tu sens le gros shonen pure tradition Netketsu, donc tu sais qu'il va y avoir un peu plus d'engouement. Là, on est sur une série manga fantasy, un shonen certes, mais on est loin du carcan Netketsu, tu vois. Et pourtant, en plus, dès le départ, c'est une série assez récente, début 2020. Elle a eu en 2021 le premier prix pour le Manga Taisho Awards. Elle a eu et c'est aussi le gagnant du prix Osamu Tezuka de la meilleure nouveauté. Donc, toi, le public était là direct. Et puis en France, meilleur lancement d'un manga aux éditions Kiun. Ah oui, c'est vrai. Donc là, ça est arrivé, c'est déjà le meilleur lancement. Alors, meilleur lancement sur la première semaine. Peut-être qu'au bout de 2 mois, 3 mois, ça sera pas forcément le meilleur lancement, mais en tout cas. Et puis, on vit quand même une époque où il y a des meilleurs nouveaux lancements à peu près tous les trimestres, quoi. Donc, c'est vrai, mais sauf que du coup, là, pour Frieren, pour le coup, ça a même éclaté Jujutsu, qui est quand même pas si vu que ça, tu vois. Et My Hero aussi. Et My Hero aussi. Bon, parlons de Frieren, parce que si ça a ce succès commercial, si ça marche à ce point-là, Frieren, c'est aussi parce que
c'est le retour de la vraie fantasy. Dégage le isekai, la vraie fantasy, la vraie de vraie, la troupe de héros qui y va, elle est en haut de l'affiche et on fonce quoi. Ouais, bah c'est peut-être ça que ça démontre, c'est l'immortalité de ce genre aussi. Mais non, ouais, moi je pense que c'est ça qui m'a frappé aussi à la lecture, c'est ce côté très premier degré quoi. C'est un manga qui est très premier degré dans ses intentions. Tu parlais d'isekai, effectivement là on n'est pas du tout dans un genre qui joue sur les codes du RPG ou de la fantasy. On sent que tout est fait avec un immense respect du genre. Je trouve que même graphiquement le travail de Tsukasa Abe il transpire cette sincérité et ce respect du genre, tous les personnages, les éléments de bestiaire, les décors, tout est fait avec un style hyper léché, très précis, très beau, très, très graphique. Et je trouve que ça crée une alchimie avec le ton du récit qui est effectivement assez mélancolique et en même temps dans cet esprit médiéval quoi on va dire, et ça fait un peu geste romantique médiéval, tu vois. Au final il y a tout un truc qui fait que tout est fait dans un grand respect du genre quoi. Mais c'est vrai que graphiquement on est dans quelque chose d'assez classique finalement, on n'est pas dans un très très nouveau, je sais pas, on peut pas appeler mais très nouveau, mais c'est rempli. Tu vois, il y a des décors quand ils sont dans la forêt, il y a des arbres, il y a des. Non, mais il y a du boulot, c'est clair. Tu sens, c'est pas, tu vois, il y a pas la brillance et l'élégance l'autrice de l'Atelier des Sorciers, désolé, Shirahama, voilà. Mais il y a quand même, donc c'est un peu plus lisse, on va dire, que son travail à elle, mais c'est tellement bien fait que c'est quand même très très agréable à regarder quoi. Je vous propose maintenant d'écouter Takenori Ichihara, rédacteur en chef du Weekly Shonen Sunday à l'époque où Frieren est sorti dans les pages du magazine, et il nous donne sa vision du manga Frieren. Je n'ai pas vraiment analysé l'œuvre, mais si je devais mettre le doigt sur ce qui la rend intéressante, je dirais tout d'abord que c'est la façon dont l'aspect humain y est traité, bien qu'elle soit à destination d'un très jeune public. Le temps, la fatalité, la vie, la mort. J'en viens à penser que tout ça, c'est un peu compliqué à comprendre pour des écoliers ou des collégiens. C'est rare de voir une œuvre traiter ainsi du temps qui s'écoule. De plus, en ce moment dans le manga, il y a plusieurs courants actuels, comme l'isekai par exemple, ou le tensei. Et pourtant, Frieren, de son côté, décide de revenir aux fondamentaux du récit d'aventure. J'étais surpris de voir ça de nos jours. Aborder aujourd'hui un thème classique de manière aussi sérieuse, j'ai trouvé que ça allait à l'inverse de la tendance et que c'était rafraîchissant. C'est ce que je pense maintenant, mais la première fois que j'ai lu le manga, j'avais juste trouvé ça fascinant. Et puis, j'ai immédiatement senti que ce titre allait trouver son public. Vous en dites quoi, monsieur Ichihara a mis le doigt sur un truc là, effectivement. Le fait d'aller à contre-courant d'une certaine mode, c'est peut-être la clé de la réussite de Frieren. Bah je parlais de respect du genre, ça rejoint aussi ce qu'on disait au début sur la sincérité. Je pense que c'est ça en fait qui fait que l'œuvre elle marche, c'est que c'est une œuvre que tu sens qui est faite avec sincérité, et tout ça transpire dans tous ses aspects, que ce soit le dessin, le ton, l'écriture, et en général la sincérité ça paye quoi. Mais contre-courant dans beaucoup de sens, parce que donc effectivement c'est pas de l'isekai, il y a du tensei, mais même dans un premier temps on va laisser de côté le groupe classique de héros, celui de tous les mangas de fantasy, tu vois, celui des chroniques de la guerre de Lodos. On met ça de côté pour suivre que Frieren. Bon, j'ai la sensation qu'on va retrouver peu à peu un groupe avec les apprentis de ses anciens collègues, etc. Mais quoi qu'il en soit, on le délaisse dans un premier temps, et ça c'est intéressant de voir ça pour une entrée de manga en tout cas. Et après en plus on est vraiment dans la high fantasy, à comparer avec la low fantasy. En gros, la high fantasy, on est vraiment dans un monde fictif, imaginaire, et de base la magie est là, donc on se pose pas la question. Par exemple, c'est comme dans le Seigneur des Anneaux, quand Erwan elle invoque là, ses chevaux aquatiques, tout le monde trouve ça normal et personne lui demande comment elle a fait quoi. Moi j'invoque très souvent d'ailleurs. Alors que la low fantasy c'est un peu genre Harry Potter, on est dans un monde assez moderne. Percy Jackson. Non, pas Percy Jackson. Stop Percy Jackson. Stop ce flop. Et en tout cas, voilà. Là, c'est vraiment de la high fantasy, très tranche de vie. Et pourtant, c'est assez prenant. Moi, je suis pas fan des tranches de vie, donc c'est pour ça que je le dis. Et parce que j'ai peur en fait de m'ennuyer à chaque fois. Et là, ce qui est bien, c'est que dès le tome 2, on s'écarte, mais en même temps, on reste dans la tranche de vie, mais ça va plus loin. Il y a de l'action. Tu te fais pas chier, quoi. Ouais, moi, je vois quasiment pas de tranche de vie en fait. Si, parce que. Ok, ils vont rester. Non, mais c'est peut-être le fait de
t'as plein de pages où par exemple t'as pas de texte. Tu vois juste ses actions quand elle se fait bouffer dans un coffre, quand elle cueille des plantes, etc. C'est dans le sens tranche de vie, t'avances tranquillement, quoi. Bah après, et c'est pour ça je pense que c'était intéressant, et je pense que c'est pour ça qu'Iyun a publié les deux tomes en même temps, parce que effectivement si tu t'en tiens qu'au tome 1, t'as un peu du mal à voir où ça peut aller et à comprendre un peu le but de la quête de Frieren. Et le tome 2 te permet quand même d'enclencher sur quelque chose d'un peu plus borné, on va dire. Et là on est vraiment, pour moi c'est presque une New Game Plus de RPG. Tu sais, c'est le truc quand t'as fini un jeu, tu peux refaire une partie avec toutes les compétences et les objets que tu as accumulés dans la première partie, et tu refais une nouvelle partie, bon, généralement qui est plus difficile. Mais quand tu dis 11, je veux dire, vous êtes plein à faire ça ou parce que quand tu finis un jeu, en général, tu arrêtes? Non, parce qu'il y a des fins cachées. Bah non, parce que voilà, c'est dans les RPG, souvent tu as plein de quêtes annexes et de trucs que tu peut-être pas fait dans ta première partie, donc que tu veux faire dans la deuxième, sauf que là, tu as l'avantage d'avoir déjà... t'as pas à re-XP pendant des heures et des heures, et là, tu as un peu... Bah, Frieren, c'est un peu ça, parce que bon, on déflore un tout petit peu le deuxième tome, c'est que on sent qu'elle va effectivement, comme tu disais, se reconstituer une nouvelle troupe de héros et se relancer dans une quête, quoi. Donc c'est et où elle va en plus recroiser des ennemis qu'elle a pu affronter dans sa première quête. Bah, elle veut le trophée platine, quoi. C'est ça. Elle veut le platiner. Johnny, qu'est-ce que tu penses de ce personnage, toi, de Frieren? Bah, je trouve que c'est un choix audacieux de la part des auteurs d'avoir pris un elfe féminin, une femme. Parce qu'en termes de protagoniste fantasy shonen, généralement, souvent, en tout cas dans un shonen, les lecteurs veulent s'identifier. En tout cas, ils essaient de s'identifier au héros. Et même si aujourd'hui, on appelle shonen, ça ne veut pas dire que le lectorat est exclusivement masculin. Bien entendu que les shonen ne sont pas que pour les garçons et les shoujo que pour les filles. Mais et de moins en moins d'ailleurs. De moins en moins, la frontière est très fine maintenant. Mais ça me rappelle un peu, tu vois, Burn the Witch avec Tite Kubo, où il a choisi donc deux femmes fortes, deux héroïnes pour son manga après Bleach, qui était lui plutôt tourné masculin. Et je trouve que c'est pas anodin aujourd'hui, et c'est bien. Après, mon avis, il est assez partagé, parce que je me dis, est-ce qu'on a voulu mettre la femme au centre pour montrer une femme forte, ou est-ce qu'on a voulu mettre une héroïne pour le fan service un peu, ou même un peu des deux? Parce que toi, les elfes féminins, ils sont assez appréciés, on va dire, dans une niche japonaise de fan service. Ouais, mais pour le coup, j'en vois pas tant que ça par rapport justement au isekai, si on veut comparer à ce qui se fait en ce moment. Les elfes sont beaucoup plus fanservicés dans les isekai que ce qu'il y a là dans Frieren. Même le regard, tu vois, elle a pas ce regard d'enfant un peu chétif. Non, mais, elfe, mais toi, elle est petite, ça fait un peu moé. Du coup, tu sais pas trop. Mais après, les deux sont possibles. Hein, mais... Le moé, ça se voit aussi dans les yeux, dans la manière dont il dessine les yeux du personnage. Et là, finalement, tu vois qu'elle a du vécu dans le regard. Bah, enfin, moi, je pense que c'est en fait ce qu'il voulait faire, parce que ce qui est intéressant, c'est quand même terrible de voir que ce soit encore un sujet. Tu sais, que l'héroïne, qu'une nana, que ce soit une héroïne, c'est différent. Parce qu'en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, sa nature féminine n'est jamais mise en avant, questionnée. Non, on n'en parle pas vraiment. Il s'avère que c'est une femme. J'allais dire une jeune femme. Une femme. Bah, jeune femme, pour le coup, voilà. Non, mais graphiquement. Et non, en fait, moi, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire avec ce personnage, c'est qu'ils voulaient un personnage gracieux. Parce que c'est un manga qui est très élégant dans ce qui. Tu vois, même la manière dont les thèmes qu'il les aborde, le graphisme et tout est fait avec beaucoup d'élégance. Et de grâce, et je trouve que Frieren, elle incarne un peu ça. C'est l'elfe, ça a toujours représenté la grâce dans les œuvres d'imaginaire, et voilà, et je pense que c'est surtout ça, et a fortiori un elfe féminin représente encore plus la grâce, quoi. Puis l'audace, moi je vais la voir à la limite dans les thématiques, qui là dans la manière dont elles sont abordées et à la vitesse, au moment dans la tomaison quand c'est abordé. Ça aussi, c'est intéressant. Katsumasa Ogura, leur éditeur, nous parle des points forts de Frieren, selon lui, et je pense qu'on y revient peu à peu. C'est difficile de résumer ça en un mot. Il y a d'abord les personnages que Yamada décrit, leur côté réaliste, ainsi que le niveau des dialogues. Abe magnifie ces aspects avec un dessin très beau. Je pense que les lecteurs voient ça comme une belle œuvre qui est en même temps très humaine.
Il y a aussi le thème de la mort qui est abordé dès le premier chapitre. J'ai trouvé ça assez audacieux pour un premier chapitre. Néanmoins, on peut comprendre les émotions des personnages. Beaucoup de gens peuvent s'identifier à eux, sentir la douleur de la mort. Il y a aussi beaucoup de dialogues entre les personnages. Frieren, Himmel, Eisen, etc. Même avec cette quantité de dialogues, Yamada parvient à garder l'intérêt du lecteur tout au long du manga. C'est quelque chose qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas. Mais ouais, l'identification, même si c'est pas effectivement un jeune garçon qui veut, un jeune héros ou un jeune paladin qui veut devenir quelque chose, on l'a quand même, notamment grâce à ces thématiques, parce que les thématiques sont très fortes dans ce manga et elles s'emparent de nous dès le début en fait. C'est ça moi qui me choque, parce qu'il y en a d'autres des mangas, tu vois, on parle de la mort dans Naruto, on parle de la mort dans Bleach, mais pas au tout début, pas comme ça en tout cas, pas de cette manière-là. Bah, ce que je trouve marrant, moi surtout, c'est d'utiliser la fantasy, qui est un genre quand même centré sur le grandiloquent, l'épique, les grandes batailles, tu vois. C'est le Seigneur des Anneaux, c'est le gouffre de Helm, tu vois. C'est vraiment tout de suite, tu parles fantasy, t'imagines des châteaux gigantesques. Bon, certes, il y en a dans Frieren et tout, mais c'est un manga qui parle finalement de choses très intimes, quoi, de notre rapport personnel qu'on a à des choses très fortes et auxquelles on est tous confrontés, quelque chose de très universel finalement, alors que faire des batailles, c'est pas si universel que ça. Et puis, comme disait l'intervenant, c'est le côté, il y a beaucoup de dialogues, peu de batailles. Ça, c'est très, aussi à contre-courant de la fantasy dans le manga, certes, mais généralement, quoi. Ouais, et puis c'est intéressant. Et finalement, en plus, parler de la mort et du temps qui passe, donc ce que je disais 2 secondes, c'est qu'on l'a déjà vu. C'est pas une première, mais c'est marrant que cette fois, ça nous interpelle à ce point, en fait. C'est plus sur nous que je m'interroge que sur le manga lui-même. C'est marrant que cette fois-là, avec ce titre, sur ce tome 1, là, ça nous interpelle. Je pense que c'est notamment à cause de l'enterrement de Himmel, qui arrive, donc ça arrive au tout début du tome 1, c'est pas un spoil, qui arrive après le choc de la vieillesse, tu vois, déjà tu le vois, il est vieux, ensuite on l'enterre, c'est lui le héros à la base. Ouais. T'es dans une troupe de personnages de fantasy, c'est lui le héros, et lui, il tombe en premier. Et donc je pense que c'est pour ça que ça nous interpelle aussi autant. Bah, je pense que ça nous interpelle aussi parce que on suit le personnage de Frieren, qui est donc, on disait, un personnage d'elfe très gracieux, très innocent quelque part, en fait. Elle a quelque chose aussi de très pur, en fait, quoi. Frieren, c'est vraiment un personnage pur. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans les codes du shonen, ça a toujours été des personnages purs, mais là c'est vraiment utiliser un personnage d'elfe pour nous parler de choses très humaines, donc en fait ça crée ce décalage assez intéressant, et vraiment du coup là ça va nous permettre d'aborder un nombre de choses assez importantes. T'as la mort, le deuil, la transmission, le lien, la mémoire aussi, parce que voilà, c'est pas un manga plombant non plus, Frieren, c'est un manga qui est vraiment certes il y a une mélancolie, un spleen quand même global, on va pas dire que c'est un manga où on se tape des barres et tout, mais c'est, je veux dire, ça parle aussi de choses positives, de choses qui sont dans le fond je disais très humaines. De toute façon, voilà, la vie c'est pas ni blanc ni tout blanc ni tout noir, et il y a effectivement ce rapport au temps qui passe, dont on parlera un peu plus en détail après, mais il y a aussi le deuil, et il y a aussi le deuil, certes, de perdre quelqu'un, mais aussi de faire le deuil d'une période de sa vie. Je disais, c'est un New Game Plus, on a vécu une quête, en général c'est pareil quand on se lance dans un grand projet, un truc qui nous demande beaucoup d'énergie et tout. Il y a aussi des fois, à un moment donné, il faut faire le deuil de ça et de comment on continue à se construire derrière et tout ça, et comment on devient des adultes, et voilà, on devient des adultes. Et c'est marrant d'utiliser un personnage qui de fait est un adulte plus puisqu'elle a déjà vécu j'imagine plusieurs centaines d'années, pour nous parler de comment on devient adulte, quoi. Bah, c'est marrant, et en même temps tu disais, donc on va parler de choses très humaines, mais on a une sorte de découverte des sentiments, parce que t'as l'impression déjà que cette elfe-là, Frieren, elle semble pas avoir de sentiments. Genre, t'as l'impression que pour elle, ça va être la découverte du cœur, comme une nouvelle quête finalement, parce que tu vas voir au fur et à mesure, dans le tome 1 et dans le tome 2, elle va collectionner plein de sorts, et chaque sort est plus ou moins relié à Himmel. En tout cas, on le comprend. Moi je pense, par exemple, le dernier sort en date, c'était le fait de voir à travers les vêtements.
L'autre elle fait mais pourquoi tu veux un sort tout pourri comme ça? Elle fait mais si, regarde, on peut trouver les armes en dessous. Et tu fais mais c'est sûr que c'est Himmel qui va arriver dans le tome 3 en disant oui, je voulais voir les sous-vêtements. Je sais pas pourquoi je le sens, mais en tout cas tu vas découvrir tous ces sentiments humains à travers cet elfe, comme tu as dit, et pour moi c'est sa nouvelle quête à elle. Mais vas-y. Non, je disais pardon, et c'est justement parce que elle semble ne pas avoir de sentiments que quand elle en a dans l'histoire, ça te marque d'autant plus, tu vois. Je trouve la scène, tu parlais de la mort de Himmel, la première scène où Frieren elle pleure, je trouve que voilà, il se passe un truc, quoi. Là, c'est vraiment tout ce passage là est vraiment très touchant, est très marquant, et il introduit du coup le rapport au temps que Frieren a. Parce que effectivement, à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'elle n'a pas vieilli, que tous les autres si, et qu'ils ont tellement vieilli que bah voilà, ils sont morts. Et oui. Et ouais, voilà. Mais et puis en plus, en fait là c'est ça aussi où là on revient au fait que ce soit centré sur Frieren, c'est ça qui marche, c'est que le shonen a toujours marché sur l'attachement au personnage, le fait de suivre l'action avec les personnages, et là pour le coup on découvre l'univers dans lequel on est avec le personnage de Frieren, et comme tu disais, Frieren c'est un personnage qui est quasi immortel, enfin en tout cas pour un humain avec la relativité du temps, on va dire, pour nous elle est presque comme si elle était immortelle, donc elle devient une espèce de témoin un peu omniscient des événements, elle sait des choses que nous on sait pas parce qu'on n'a pas la même timeline qu'elle, on peut pas avoir autant de connaissances, mais du coup son rapport au temps, elle la détache complètement de ce qu'elle a vécu, on se rend compte qu'elle a oublié des choses et tout, et moi il y a un truc que je trouve, alors je sais pas si c'est une théorie qui se vérifiera, mais j'ai l'impression que quasiment on peut se dire qu'en fait la quête qu'elle a vécue avec Himmel, Aizen et compagnie là, la première qu'on n'a pas vue juste avant, on peut même se demander si c'est vraiment la première quête qu'elle a fait. Ça se trouve avant elle en a fait une autre qu'elle a oubliée parce que c'était il y a tellement longtemps et que son rapport au temps il est machin. Mais comme nous quand on occulte des choses de notre passé. Et donc ça reparle de la mémoire comme ça, et le fait que ce soit un personnage qui est par essence presque omniscient nous fait découvrir ça encore plus fort, quoi. Et ça nous permet aussi de s'identifier parce que malgré tout, peu importe l'âge qu'on a, même si effectivement plus on est jeune, plus on se souvient de notre jeunesse, mais on a tendance aussi à occulter, oublier des choses, à les faire disparaître, et en général t'attends les repas de famille pour t'en souvenir, c'est vrai, c'est ça, tu te rappelles, j'ai oublié. Et puis en plus, non, moi ce que j'aime bien faire, c'est de me poser la question de pourquoi l'auteur a fait ça. Quel est son intérêt? Et là, j'ai l'impression qu'avec un personnage immortel, il place le lecteur dans une position un peu inhabituelle, parce que maintenant, le lecteur, à partir de ce moment-là, effectivement, il n'a pas le passé de Frieren, mais à partir de ce moment-là, il partage la longévité de Frieren. Il va vivre en même temps qu'elle, au même rythme qu'elle à partir de ce moment-là, et il se place comme un personnage omniscient, parce qu'en plus il voit ce qu'il y a autour, il voit les autres personnages. Enfin, c'est le principe du lecteur, tu vois. Mais voilà, le rapport aussi est différent, et je pense que ça, c'est un truc qui peut être énormément plaisant pour ceux qui accrochent, mais que ça peut énerver des lecteurs et faire décrocher. Oui, ça te place dans une position, tu disais, inhabituelle et presque inconfortable, quoi. C'est-à-dire que c'est presque, comment dire, c'est vertigineux, quoi, de se projeter dans la peau de quelqu'un comme ça. On a tous fait Ici j'étais immortel, nanana, tu vois, mais et de vivre une saga, tu vois, de passer autant d'années. Et là littéralement tu l'es avec le perso, et c'est un peu comme quand tu t'intéresses à l'astronomie, et tu sais que tu commences un peu à partir dans l'infiniment grand, les trous noirs, les machins. Au bout d'un moment t'as ton esprit qui dit ah oula, non mais faut que je m'arrête parce que là là il y a un truc de vertige, et là c'est un vertige, on va dire, plus temporel, mais effectivement ça peut avoir un petit côté inconfortable. Tu veux dire comme quand tu te rends compte que le soleil va exploser un jour, on sera plus là, mais ça arrivera quand même. Ça va, 5 milliards d'années. Non, mais elle, en plus, le temps représente vraiment tout pour elle. Moi, c'est une citation qui m'a, enfin, c'est un moment dans le tome 2 qui m'a choqué. Elle parle avec Aizen, elle dit ça serait vraiment une perte de temps de prendre des nouveaux apprentis, en gros, parce qu'ils meurent trop vite. Et l'un, il fait mais tu sais, les relations avec les gens, ça se résume pas à ça. Et elle répond bien sûr que si, notre aventure ne représente même pas 1/100 de ma vie. Donc si, pour elle, en fait, c'est vraiment le temps, c'est ce qui la, on va dire, la définit. Et pourtant, après, elle continue à parler avec le nain, et le nain, il fait très intéressant, et il fait quoi, ces quelques années te semblent insignifiantes, mais elles t'ont profondément changé. Et elle pige pas quand il dit ça, il fait oui, j'avance.
Mais tu vois, le temps, c'est vraiment son centre à elle. Ouais, et puis ce qui est intéressant aussi, et c'est là où le manga est un art narratif, et c'est toujours les bonnes œuvres en général, c'est celles qui arrivent à illustrer leur thématique principale. Là, on va dire quand même que le rapport au temps, c'est la thématique principale, dans leur mise en scène, quoi. Là, il y a vraiment un truc sur la manière dont le temps est utilisé dans la narration qui est vachement intéressant aussi, quoi. Il y a effectivement, comme disait Joe à l'instant, il y a un côté comique dans certains dialogues, donc il y a une façon d'utiliser le temps comme un élément narratif comique, mais il y a aussi la façon de gérer les ellipses. C'est quand même un manga où t'as des ellipses, genre d'une case à une autre, il s'est passé peut-être 1 an, tu vois, ou un truc, une durée énorme, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un truc aussi auquel je pense qu'on n'est pas habitué, d'autant plus dans le manga où justement normalement les ellipses sont très courtes. Oui, c'est ça, ce que je voulais dire. D'habitude, le lecteur il est habitué aux ellipses. Le lecteur de manga, il fait l'ellipse, c'est bon, je connais. C'est le manga, je connais, je suis rodé. Ouais, je maîtrise. Parce que là, t'as tout le temps, donc du coup, tu crois être dans une habitude, mais sauf que comme il y en a tout le temps, ça te déconcerte complètement. Et c'est ça qui est génial dans ce titre, ou ce qui est trop déconcertant pour certains lecteurs. C'est ça, parce qu'il est capable de faire les deux. Il peut te faire une séquence où t'as plein d'ellipses très courtes, et bam, d'un coup, Après, l'échelle de temps, elle est assez spéciale, parce qu'on nous rappelle souvent... cette date, c'est pas vraiment une date d'ailleurs, on parle de 28 ans après la mort de Himmel le Brave. Genre c'est un peu le Christ, tu vois. Ouais, j'ai trouvé ça marrant. On dirait que sa vie, elle commence, en tout cas là, sa nouvelle vie commence à partir de ce point-là, c'est 28 ans après la mort de Himmel le Brave. En tout cas, Himmel le Brave a été déterminant sur sa vie, j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut nous montrer, et que sa perception va changer peu à peu, quoi. Et que c'est aussi à partir de ce moment-là que nous, on fait la connaissance de Frieren. Donc en plus, ça nous place sur une échelle de temps qu'on va maîtriser nous en tant que lecteur. Mais c'est génial parce que pour le scénariste, ça lui laisse un champ des possibles mais incroyable. Ça doit être très difficile à écrire un manga comme ça. Alors peut-être qu'il a tout en tête depuis le début et qu'en fait on projette un peu trop de choses auxquelles lui-même n'a pas pensé. Après c'est le jeu, c'est ce qu'on fait souvent dans ces émissions, mais voilà, ça doit être terriblement difficile à écrire plus qu'un titre de isekai ou quoi, un manga comme ça. Bah ouais, parce qu'on se dit en plus, tu vois, elle va surtout dans le tome 2, je disais, elle va rencontrer des nouveaux compagnons, un nouveau guerrier, une nouvelle apprentie magicienne et tout ça, et ça tu te dis, au bout d'un moment, en fait, le rapport au temps de Frieren, il est tellement étendu que ça se trouve, ils vont vieillir, ils vont disparaître, ils vont mourir, et peut-être qu'on va en voir encore d'autres derrière, tu vois. Et il y a un côté, alors certes difficile d'un point de vue écriture technique, tu vois. Techniquement, c'est difficile parce que faut quand même penser à plein de choses, mais même difficile émotionnellement, c'est-à-dire qu'il faut que, en tant que scénariste, tu te dises, là, je suis parti dans un manga où potentiellement, en fait, les persos que je crée, donc que j'aime, je vais les faire mourir, mais tu sais, en plus, pas nécessairement mourir d'une manière épique, tu vois, un truc vraiment de cette mort, tu sais, implacable qui nous frappe tous et qui nous angoisse tous. Et là, je sais pas, il se met ce défi-là lui-même, c'est ballsy, quoi, on va dire. Je suis très curieux de voir jusqu'où ça va aller. Je vous propose de conclure sur Frieren avec quelques mots de Takenori Ichihara, le rédac-chef du Weekly Shonen Sunday à l'époque de la sortie du manga, qui nous explique sa rencontre à lui en tant que lecteur avec Frieren. Frieren est, comment dire, un exemple heureux, mais pas parce que c'est un succès commercial. Disons que sur 100 projets de série qui nous sont présentés, environ 70% sont malheureusement rejetés. Ils ne sont pas excellents ou bien ça manque d'éléments clés pour les rendre intéressants et ils sont donc écartés. Pour les projets restants, environ 90% nécessitent des corrections. Certains éléments sont modifiés, d'autres sont repensés. Et cette période de correction, elle peut s'étendre sur 6 mois. On veut trouver le bon angle pour rendre l'œuvre vraiment intéressante. Cette période est très prenante. Bien sûr, tout ça fait partie de notre travail. Cependant, très rarement, il y a cette œuvre qui vient surprendre et qu'on veut immédiatement publier telle qu'elle. Je peux vous dire que Frieren en fait partie. Ouais, ça c'est le gros coup de chance. Après j'ai dit en tant que lecteur, en tant que très grand lecteur qui lit beaucoup de mangas qui sont proposés parce qu'il est rédacteur en chef. C'est pas un simple lecteur non plus. Mais c'est marrant de se dire qu'il a quasiment pas été retravaillé ce titre et ce premier chapitre, quoi. En même temps il est tellement particulier que tu te dis toi je vois pas un éditeur donner cette, tu sais, je sais pas comment dire, pousser les auteurs à aller vers cette direction tellement il est
tu disais à contre-courant, il parle de choses qui sont tellement difficiles, tu vois, dans un shonen et tout. Donc, ouais, tu vois, par exemple, l'Attaque des Titans, quand là ils ont publié le storyboard de sa première version qui a été corrigée, etc., du premier chapitre de l'Attaque des Titans, c'était déjà bien en fait. Tout court, mais effectivement les changements qui ont été apportés sont super intéressants, et donc du coup il a dû retravailler quand même le début de son titre. Déjà le dessin, non. Oh, je voulais pas en parler. Mais oui, à mon avis, Frieren, c'est soit tu l'acceptes comme tel parce que tu le trouves qu'il est bien, soit en fait tu le refuses et c'est pas le même projet en fait. Ouais, tu veux faire autre chose. Parce que je pense que si tu veux trop y toucher et le faire rentrer dans des carcans, là tu vas complètement perdre la sincérité. Et tout. Allez, le mot de la fin pour Takenori Chihara encore, qui s'emballe peut-être ou pas, on va voir. Cela fait à peine 1 an et demi que la série a débuté. Je ne sais pas encore quel impact elle va avoir. Toutefois, la naissance d'une grande série entraîne son lot de nouveaux talents. Je pense que son influence va se ressentir à l'avenir. Il faut encore du temps aux jeunes qui lisent Frieren aujourd'hui pour qu'ils commencent à dessiner du manga. Mais je pense que l'influence de Frieren va se ressentir dans 2 ou dans 3 ans. Toute série déclinée en version animée et qui marque une génération est amenée à laisser une trace, à laisser sa trace. Et je crois vraiment que ça sera le cas pour Frieren. Il s'emballe peut-être un peu. Je sais pas s'il s'emballe. C'est vrai que ça peut paraître un peu pédant de sa part, mais je crois sincèrement moi qu'on se trouve actuellement dans ce genre de période en fait, dans une sorte de vortex de découverte de mangaka qui vont bousculer les codes, les traditions. Et on en parlait un peu avec l'émission que vous avez faite sur Fujimoto. Et moi je constate qu'il y a une envie d'originalité qui va au-delà du changement d'univers et de décor, si j'ose dire, toi. Donc moi, j'enlève le côté pédant de sa part et je suis assez d'accord sur le fait que ça peut amener quelque chose. Mais je rigole parce que c'est pas tant pédant que ça. Je pense que c'est encore une fois. Non, mais on pourrait le penser. Comme ce qu'on disait au tout début sur la première interview, je pense que c'est dit avec énormément de sincérité. Parce que du coup, il n'y a pas d'animé de confirmé en plus. C'est juste une croyance, tu vois, en plus. Non, mais en plus, tu vois. Enfin, moi, je trouve que tu vois quel type d'animé ça peut être, quoi. Avec, je dis ça comme ça, mais avec un Makoto Shinkai ou genre ça, tu vois. Non, mais je dis pas qu'il faut que ce soit lui, parce qu'il a d'autres choses à faire, j'imagine. Mais tu vois, un créatif qui peut avoir ce sens de la poésie et tu vois du contemplatif aussi, ça peut donner quelque chose de très beau, quoi. Donc, why not? Maintenant que vous avez écouté un peu plus de la moitié de l'émission, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux de la 5e de couvre, peut-être pas le premier jour, peut-être le lendemain, et vous aurez une belle surprise si vous n'avez pas encore lu Frieren et que vous voulez participer à un jeu concours. Je dis ça. Je dis rien. Mais si, je le dis. Vraiment. On parle d'immortalité, de longévité, d'invulnérabilité, Robin. Est-ce qu'on met tous ces mots, est-ce que c'est que des synonymes ou des petites différences? Souvent, c'est un peu. Il y a des choses qui sont liées, mais c'est quand même des mots qui ont des significations différentes. C'est vrai que depuis le début, on parle pas mal d'immortalité. Alors, l'immortalité, si on doit définir, c'est littéralement, comme dirait l'autre, la mort de la mort. Donc, c'est vraiment des personnages qui ne peuvent pas être affligés par la mort. Alors normalement c'est à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas être malades, ils peuvent pas être blessés, enfin ils peuvent être blessés mais ils peuvent pas mourir de leurs blessures, ils peuvent pas vieillir. Donc en général c'est plutôt une faculté qui touche les dieux, quoi. C'est un truc divin, l'immortalité. C'est lié à l'immanence des choses, c'est-à-dire que c'est des créatures qui sont là, qui seront là tout le temps, tu vois. Là où effectivement le personnage de Frieren, c'est plutôt un peu comme les elfes des Seigneurs des Anneaux, c'est des personnages qui ont une longévité exceptionnelle. Donc ça veut dire que par rapport à nous et notre vie très courte, ils ont l'air immortels parce qu'ils vont vivre 100 vies que nous on pourrait avoir, mais finalement ils sont pas immanents, c'est pas des dieux, quoi. Ils peuvent attraper le Covid, quoi. Ils peuvent attraper probablement le Covid des elfes, du coup c'est un variant spécial. Et après t'as effectivement l'invulnérabilité, là c'est plutôt la résistance au choc, aux blessures et tout. Donc c'est un personnage qui peut un personnage qui ne peut pas être blessé, ou c'est Wolverine, tu vois, mais Wolverine ça se transforme en une forme d'immortalité puisque ses cellules ne peuvent se régénèrent aussi. Mais lui il a mal, toi, on le blesse, c'est juste que mais il peut pas mourir de ses blessures, quoi. Alors qu'il y a des personnages invulnérables, surtout dans les super-héros, ils sont tellement invulnérables qu'ils ont même pas mal. Oui, voilà. Tu les touches, ils font même pas mal. C'est ça. Alors que les elfes, tu leur fous une flèche dans le cœur et ils meurent, quoi. Donc exactement. Ils sont pas immortels. Et pas que dans le cœur. À plusieurs endroits du corps, ils peuvent en mourir. Attention.
Je vous propose maintenant de faire un parallèle, ou plutôt des parallèles assez intéressants avec d'autres personnages de manga. Et le premier parallèle, l'évidence du parallèle, c'est avec un autre manga qu'on peut faire une fois qu'on a lu le début de Free Ren et qu'on a lu ce titre. Ce titre s'appelle To Your Eternity. Pour moi, c'est une évidence. Free Ren, c'est un autre pendant de To Your Eternity. Ça va dans la même case, c'est dans la même famille. J'ai envie de les ranger au même endroit dans la bibliothèque, quoi. Bah pour moi oui, parce que les deux ils sont dans la quintessence de ce que représente en général l'immortalité dans la fiction. C'est que c'est une incarnation de la solitude. C'est vraiment en général les personnages immortels sont toujours des personnages qui sont très solitaires parce que de fait les personnages qu'ils rencontrent ils vont mourir, tu vois. Ouais. Et donc un peu comme pour Free Ren, la quête de Him dans To Your Eternity, c'est un personnage qui est presque aussi immanent, omniscient, tout ce qu'on veut, sauf qu'ils ont peut-être une trajectoire inverse. C'est que lui au début il est tout et rien en même temps, et après il devient un personnage auquel on s'identifie, alors que Free Ren elle est déjà accomplie au début. Mais leur quête finalement c'est la même, c'est que c'est pas de s'accomplir, de devenir les meilleurs, je sais pas quoi. C'est de s'humaniser. C'est de s'humaniser et de créer du lien avec les autres, donc de s'extirper de cette solitude qui est le propre de leurs conditions, quoi. Même si du coup dans To Your Eternity, la solitude il la tue en absorbant la mort de ses amis. En étant lui-même ses amis et ouais. Bah en fait ce qu'il y a dans... Et il est son groupe de héros. Effectivement, et c'est ce qui fait que dans To Your Eternity il sera jamais tout seul, quoi. Alors que Free Ren elle pourrait, parce qu'en fait c'est à l'intérieur, il continue à vivre à l'intérieur d'elle, et effectivement elle a des souvenirs de Himmel et tout, sauf que on disait ces souvenirs ils sont diffus, au bout d'un moment sa mémoire ça va s'effacer aussi, et du coup c'est là où To Your Eternity est super malin aussi, ouais. dans l'écriture. c'est que ça s'incarne dans sa chair. Tu m'étonnes. Mais le rapport au temps qui passe de Him et de Free Ren sont assez semblables. Ce rapport au temps qui passe, ça l'est même dans la narration des deux mangas, à travers ces ellipses qui se répètent. Voilà, là encore, tu vois, cet élément dont on parlait tout à l'heure, là il revient. Le côté omniscient, on revit toutes l'épopée avec le personnage principal, on l'a aussi. Ils sont vraiment familiers, ces deux titres, sans le vouloir et sans l'être grossièrement en plus, hein. Ouais, alors à une différence près quand même, c'est que Free Ren, comme disait Joe au début, c'est de la high fantasy, donc c'est un monde qui est compréhensible, avec des codes codifiés et tout ça, et il y a un lore assez précis, quoi. Et alors que dans To Your Eternity c'est beaucoup plus flou, on sait pas trop encore plus dans la deuxième partie, mais je veux dire sans vouloir spoiler, mais il y a ce côté, on sait pas trop où on est, on sait pas si c'est de la fantasy, on sait pas les différents royaumes machin et tout, donc c'est une différence, mais du coup c'est ce qui fait que les deux œuvres sont complémentaires aussi. Alors il y a un autre point commun aussi, c'est l'absence d'objectif très clair. Ouais. L'un et l'autre, au début des bouquins, on n'a aucune idée. Ils sont là, ils font les trucs. Et ils sont là, ils font des trucs, quoi. Mais c'est tout. Il y a des gens qui meurent autour d'eux. Mais si Free Ren, elle veut collectionner des sorts. Elle le dit, plus ou moins son objectif. C'est plus un prétexte que. C'est plus un hobby. C'est ça. C'est un hobby, mais finalement, elle en fait la quête de sa vie. Oui, parce qu'elle a que ça à foutre. Oui, et puis finalement, tu le sais que à partir du moment où tu te rends compte que c'est son lien avec Himmel qui fait de ce hobby une quête, quoi. En revanche, on peut opposer les deux personnages, puisque ce que tu disais tout à l'heure, c'est que t'en as une qui a énormément d'expérience et l'autre qui est comme un nouveau-né. Donc l'un comme l'autre, ils vont essayer de comprendre le monde qui les entoure, qui est une sorte de quête initiatique idéale, hein, parce que toute quête initiatique, c'est de comprendre un peu le monde, c'est de s'accomplir, et ils vont s'accomplir tous les deux. Ça reste une quête initiatique pour l'un comme pour l'autre, mais voilà, l'échelle est différente. En revanche, l'écriture est incroyable des deux côtés. Ouais, carrément. C'est ça qui est assez incroyable. Robin, toi, tu voyais, pour changer de titre, d'autres points communs. Tu voyais des points communs, et alors là, j'étais un peu plus surpris entre Free Ren et le travail de Fujimoto au sujet de l'immortalité. Il y a un parallèle, parce que il y a des personnages immortels dans les œuvres de Fujimoto. Alors le premier qui m'y avait fait penser, c'était plutôt Fire Punch, puisque le héros est effectivement un personnage frappé d'immortalité, je dirais, parce qu'en fait c'est ça qui est intéressant souvent dans les œuvres de Fujimoto. Je dis les œuvres, il y en a deux, quoi, mais en gros c'est que l'immortalité c'est un espèce de don accidentel, quoi. C'est un truc
qui te tombe dessus que t'avais pas prévu, et du coup ça peut devenir une malédiction, une source de souffrance, de pouvoir ou de vengeance ou de ce qu'on veut. C'est juste que ça dépend en fait du caractère imprévisible des personnages. On en avait un petit peu parlé dans notre émission sur Chainsaw Man. Les personnages de Fujimoto en général ils sont imprévisibles, et là ce qui est marrant c'est de voir ce qu'ils vont faire de leur immortalité. Là où dans Frieren le décalage je dirais c'est que Frieren son immortalité elle vit avec, je dirais, enfin je veux dire ça fait partie d'elle, donc elle sait ce que c'est qu'être immortelle, et c'est plutôt ce qu'elle va faire de sa vie plus que faire de ce pouvoir, quoi. Oui, alors que effectivement pour Agni ça lui tombe dessus, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, mais par contre, ce qui est marrant aussi, et là c'est le cas dans Fire Punch notamment, c'est que je parlais de solitude tout à l'heure. Dans Fire Punch, finalement, en fait, Agni, il va partager cette immortalité avec merde, comment elle s'appelle, Togata. Voilà. Putain, désolé, j'oublie tous les noms dans cette émission. Togata, parce qu'en fait finalement c'est elle qui va être un peu son Obi-Wan de l'immortalité, tu vois. Elle va lui dire comment ça marche, comment tu t'en sers, machin et tout. Puis bon, après elle va carrément utiliser Agni pour faire ce qu'elle a envie, tu vois. Mais du coup c'est marrant parce que ça contrebalance un peu ce truc de solitude, quoi. Oui, alors que Denji, finalement, il va la briser plus vite, la solitude, dans Chainsaw Man. Ouais, et puis bon, Chainsaw Man, est-ce qu'ils sont vraiment immortels? Oui, non, on sait pas trop. Ouais, quand il est Chainsaw Man, en tout cas. Ouais, et puis en plus, il devient immortel grâce à la postérité. Oui, c'est ça. En fait, ça en plus, tu vois. En fait, c'est ça, voilà. Mais qu'on a aussi dans Fire Punch. Et dans Fire Punch et dans Frieren aussi, j'allais dire, parce que en fait, Frieren, c'est devenu une espèce de célébrité en fait avec sa quête qu'elle a accomplie. Il y a des statues de elle et de Himmel et tout qui ont été faits. Sauf que elle, du coup, c'est presque la seule survivante, la seule personne encore en vie pour constater cette postérité. Mais effectivement, c'est un truc aussi que Fujimoto aime bien travailler. Ouais, moi je vous soupçonne juste de vouloir parler de Fujimoto encore, dans toutes les encore et encore. Non, mais moi j'ai plutôt si vous connaissez pas le travail de Fujimoto, on a 2 émissions, celle de il y a 2 semaines sur Chainsaw Man, avec un petit peu de Fire Punch, voilà, et son œuvre. Et puis on a fait une émission entièrement sur Fire Punch qui s'appelle le plus cinéphile des mangas. Alors que moi j'ai l'impression que dans l'immortalité de Fujimoto, c'est plus un outil scénaristique, quoi, qui sert la vengeance. Là on a l'immortalité ou la longévité, c'est pas le point central, quoi. C'est vraiment un ressort pour l'histoire, mais sans plus. Alors que vraiment Frieren, on en parle en permanence, c'est un peu c'est toujours là, quoi. Il y a toujours cette histoire d'immortel, etc. Robin et Joe, vous avez vu des points communs avec un autre manga, et alors là ça m'a assez surpris et ça risque de surprendre quelques auditeurs. Dire ça à chaque fois. C'est un manga qui s'appelle Ajin. Dites-nous tout, en quoi on peut rapprocher Ajin et Frieren. Parce que c'est trop bien les deux. Non, en fait. Oui, qu'il y a des immortels dans les deux. Non, ok. Bon, alors, dans ce cas, dans tous les récits de vampires aussi. C'est peut-être une manière de parler d'Ajin avec un chausse-pied, parce que c'est vrai que Ajin c'est un manga qu'on aime beaucoup et on n'en parle pas tant que ça en fait finalement. Et même j'allais dire. Qu'on en parlera dans quelques semaines. Voilà, peut-être. J'espère bien. Mais c'est vrai que c'est aussi un manga qui a un petit peu délaissé des réseaux sociaux. Enfin, tu vois, c'est pas un manga hype alors qu'il a très bien marché, et puis en plus c'est vraiment hyper bien. Et après, ouais, ce qui les rapproche, c'est le côté effectivement les héros sont immortels, mais après moi ce que j'aime bien dans Ajin, c'est que l'immortalité s'inscrit dans la modernité, tu vois. Là où Frieren c'est vraiment je disais, voilà, ça respecte bien tous les genres de la fantasy et tout. Là ce qui est super malin dans Ajin, c'est de mettre ce truc fantastique dans un comment dire, un environnement très moderne, très techno, très technique. C'est carrément une ressource stratégique convoitée par les autorités, mais ça devient aussi un sujet de société, puisque les Ajin sont admis dans le monde, les gens savent qu'il y a des Ajin, savent qu'il y a des personnages immortels, donc c'est un sujet de société, les médias en parlent, les Ajin sont célèbres, ils sont jalousés, ils sont convoités et tout ça, et donc ça rapproche aussi ce truc, je disais, de postérité, de figure qui est connue, enfin même dans le monde même du manga, et un personnage, une figure par son immortalité. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais alors du coup il y a encore plus de parallèles avec Chainsaw Man, puisque du coup les Devil Hunters sont eux-mêmes des ressources de chacun des pays. On voit qu'il y en a dans plein de pays, il y a même des histoires avec le démon flingue, et là ça devient du pétrole aussi, quoi. Et oui, mais du coup là l'immortalité c'est vraiment vue comme une arme et une étude scientifique, alors que dans Frieren c'est plutôt, moi le parallèle je le fais avec le fait que ce soit des gens exceptionnels, c'est pas forcément en tant qu'individu, parce que tu vois, quand ils croisent Frieren, ils parlent pas de Frieren en tant que tel, ils parlent finalement de la race des elfes, qui est une race à part entière, qui est d'ailleurs sur le déclin, ils en parlent un peu,
En gros, parce que pour eux, la reproduction, c'est pas comme les humains, quoi. Ils sont pas drivés par la libido. c'est pas leur but chez eux. Mais voilà, on a vraiment affaire à des êtres exceptionnels et on sait que quand on va leur parler, ça sera pas comme si on parlait à un humain. Il y aura, c'est une autre race, entre guillemets. En attendant, on vous conseille fortement à Djinn, hein. C'est aux éditions Glénat, c'est en 17 volumes. 17 volumes, exactement. Ça s'est terminé l'année dernière et c'est signé Gamon Sakurai et Tsuina Miura. Et peut-être on en parlera dans quelques semaines. Dans les mangas oubliés. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si on veut comparer Frieren, peut peut-être comparer son genre et l'opposer à un autre genre phare dans le manga, un genre qui nous est cher à tous les trois, c'est la science-fiction. Ouais, parce que Frieren, donc il est question de fantasy, mais dans la SF, on nous offre de ce côté-là beaucoup de cas d'immortalité ou de longévité très très étendue avec les robots évidemment, avec les cyborgs, ça permet de vivre un peu plus longtemps quand on devient un cyborg, et puis il y a des humains améliorés ou je ne sais quelle autre trouvaille de SFRI et de bizarrerie technique. SFRI. Mais la SFRI, oui, tu connais pas celle-ci à côté de la boulangerie là. Il y en avait la une. SF du KFC. C'est là où on fabrique la SF et les idées de SF, c'est dans la SFRI. Ah, c'était là. Et en tout cas, on a plein d'autres cas dans la science-fiction, comme dans la fantasy, qui nous offrent des cas de longévité très, très intéressants, à commencer donc, ce que je disais il y a 2 secondes, par les robots. Ouais, ça c'est vraiment le grand classique des robots avec et souvent c'est l'immortalité aux dépens de l'humanité, quoi. En gros, souvent les robots ça cause la perte des humains car leur technologie est pas maîtrisée et eux ils ont pas vraiment de date de péremption, les robots. Toi, tu leur mets de l'huile dans les rouages et c'est bon, quoi. Mais ça c'est dans la vieille SF ça. Mais souvent en gros il y a quand même la question à la fin de c'est quoi être humain. Est-ce que c'est le fait d'être organique, est-ce que ça va au-delà? J'ai pas de réponse, hein. Je pose les questions habituelles. C'est des questions qui sont posées dans Gun Last Order très, très largement également, hein. Bah ouais, et dans Frieren aussi finalement. Finalement c'est toujours ça, c'est quoi être un humain. Ouais. T'avais fini, Joe, ou tu... Non, j'avais fini. T'avais fini, pardon. Moi je voulais parler des robots aussi parce que c'est un cas intéressant, parce que finalement les robots c'est des témoins, ils sont là non-stop, ok, mais ils évoluent pas. Ou peu, enfin il y a des cas de conscience d'intelligence artificielle, mais souvent ils sont là et ils continuent. Tu sais, je pense à Terrarium par exemple, où ils vont faire encore la même tâche, le même c'est truc, ça, et où ils sont témoins de choses, ils sont juste toujours là encore et encore, mais ils n'ont pas l'évolution, sauf effectivement quand c'est des vraies intelligences artificielles. Mais là ça devient la thématique du bouquin, tu vois, c'est qu'ils veulent acquérir une conscience et ainsi de suite. Souvent c'est les humains justement qui les ont bloqués. Et finalement ils se retrouvent coincés là-dessus, toi. Oui, et dans le cas où ce sont des intelligences artificielles qui prennent conscience et qui la évoluent, à ce moment-là elles évoluent au contact de l'humanité, mais elles veulent plus apprendre à nous connaître, elles n'ont pas des quêtes d'humanité, elles ont des quêtes d'éradication. Parce que souvent quand les robots évoluent suffisamment, ils se rendent compte que les humains c'est vraiment nul et que la planète Terre serait mieux sans les humains, et ça se transforme en dystopie, mais après, là où dans la science-fiction ça devient quelque chose d'heureux. C'est ça. Mais après t'as des IA qui vont se mettre du côté des humains aussi, tu vois. Si tu prends Earthgear, il va y avoir des trucs. Mais c'est intéressant, mais je trouve que même les robots qui sont des témoins, comme tu dis, qui sont des boîtes de conserve témoins, quoi. Il y a quand même ce truc par rapport au lecteur qui te, surtout tu parlais de Terrarium, mais il y a ça aussi dans Terrarium, mais c'est que on sait pas au final, on n'arrive pas à savoir si finalement ils savent pas un truc et ils ont pas gardé un truc de toutes ces années qu'ils ont passé, tu vois. Et c'est ça qui est aussi vertigineux. On parlait de trucs vertigineux, c'est un peu le cas aussi. C'est des questions qu'on se pose souvent et qu'on aime bien se poser dans les mangas de science-fiction. Et c'est en fait c'est là où ça rejoint fantasy et science-fiction se rejoignent, c'est ce côté spiritualité, c'est que en fait par nature elle est spirituelle, l'immortalité. Je disais c'est un truc qui est propre aux dieux, c'est la vie éternelle qu'on te promet dans toutes les grandes religions, enfin surtout les religions monothéistes, etc. Et là en fait dans la science-fiction ça devient l'accomplissement d'un progrès scientifique, donc qui est en fait l'inverse du spirituel. Normalement le rationnel c'est ce qui n'est pas spirituel, c'est vraiment la raison qui te fait faire des choses. Mais et après ça rejoint ce que disait Joe, c'est que souvent en fait la grande question des œuvres de science-fiction qui traitent de l'immortalité, c'est qu'est-ce qu'elle vaut en définitive si elle s'obtient en sacrifiant son humanité, quoi. Gun, c'est un des grands sujets de Gun. Mais il y a aussi ce truc de en plus là ça rejoint l'actualité, tu sais, il y a le patron de Google qui veut
qui est dans le transhumanisme, qui veut, tu vois, faire des humains augmentés, défier les maladies, et il y a quasiment ce truc d'un moment donné, on va réfléchir à mettre notre mémoire dans un cloud, un truc et tout, qui fait qu'en fait... Est-ce qu'on touchera notre retraite à ce moment-là? C'est ça. Mais ça, c'est un épisode de Black Mirror. Quand c'est tu comme touches ta retraite, t'es enfermé. C'est-à-dire que tout ça, ces avancées technologiques peuvent potentiellement nous rendre immortels. En tout cas, garder la mémoire notre mémoire transformer en 0 et en 1, tu vois, dans un truc. Mais du coup, est-ce que ça reste nous, quoi? Est-ce qu'on est toujours des humains si on fait ça? Si on se clone en permanence, tu vois, si on se fait des copies de nous-mêmes pour combattre la mort, est-ce qu'au finalement ça reste nous? C'est ce que Freeren cherche à comprendre. Voilà. Mais il va falloir qu'elle vive assez longtemps pour que les robots arrivent. Ça sera dans la suite. Freeren contre les robots. C'est l'autre Freeren. Mais non, il y a déjà cette histoire dans Je suis Légion, nous sommes Bob là. C'est exactement cette histoire. En fait, il est mort, mais il se copie son esprit et c'est exactement ce dont parlait Robin. Lisez-le. Okay. Non, en tout cas, ce qui est marrant, c'est que dans la SF, les exemples d'immortalité ou de longévité, c'est quand même très rarement heureux. Alors que dans la fantasy, ça l'est beaucoup plus. C'est ça que je trouve assez marrant. Et que les auteurs vont servir de l'immortalité pour installer une dystopie. Ils vont montrer ça comme une menace, comme quelque chose de malheureux pour une partie de la population au bénéfice d'une autre. Et les auteurs de fantasy, ils vont montrer ça comme quelque chose d'incroyable et d'une vie où tu peux apprendre des millions de choses. Ouais, mais c'est parce que la magie, ça n'existe pas. Alors que les robots, ils sont un petit peu là, tu vois. De toute façon, ça rejoint un peu ce qui généralement confronte la fantasy et la science-fiction. C'est deux grands genres de l'imaginaire, mais la fantasy, c'est souvent le genre conservateur, on va dire, genre la vie c'est bien, tu vois, et la vie d'avant c'est bien. Et la science-fiction, c'est toujours te projeter dans un avenir pas désirable en général, un horizon pas désirable pour te dire justement c'est pas ça qu'il faut faire. Donc Elon Musk, machin et compagnie, s'il vous plaît, lisez de la science-fiction et rendez-vous compte que c'est pas ça qu'il faut faire. Du coup, tu veux dire que la science-fiction est de gauche et la fantasy est de droite? Ouais, donc la science-fiction est politique. Ouh là là, on est en pleine période d'élection, tu vois, on est obligé de tout placer à gauche ou à droite. Mais c'est vrai, mais t'as raison, moi je dirais ça. Oh là là, moi je change d'émission. Bon, faisons un petit listing maintenant. Et dans ce listing, on va mettre quoi? On va mettre tous les autres êtres quasi mortels ou immortels tout court. J'ai une grande liste. J'ai des vampires, j'ai des dieux, j'ai des serpents. tous ceux qu'on les j'ai des serpents, j'ai tous ceux qu'on les 7 boules de cristal. Ça fait du monde, hein. Ça fait beaucoup de monde. Non, on peut parler des vampires, bien évidemment. Les vampires, c'est la base. Ouais. Être immortel égale vampire, quoi. Il y en a même dans Gun. Il y en a même dans Gun. Il y en a dans absolument tout des vampires. Ouais. Il y en a dans Yuki Holder. Il y en a dans Negima, parce que c'est la même vampire d'ailleurs. C'est Eve, Eve, elle est toujours là. Fou, il y en a. Non, mais voilà, le vampire, c'est l'être immortel par excellence de tous les récits et pas que du manga. Ouais. Et c'est toujours l'être qui pose question parce qu'il est là depuis le début. Il traverse les airs et il peut faire partie et des récits de science-fiction dans le manga et des récits de fantasy. Non mais voilà, c'est drôle aussi, quoi. Ouais, et puis souvent son immortalité elle est liée à une malédiction, quoi, un truc qu'on veut pas forcément. Et puis surtout, à mon avis, il fait un peu partie des morts vivants parce qu'en soi il est mort, mais on peut pas le tuer plus. Mais il est toujours là, quoi. Et le vampire, il est très utile pour les histoires d'amour aussi. Ah bah oui. Beaucoup plus que les elfes. Non, c'est vrai, on utilise dans le manga, je vois pas d'histoire d'amour maudite avec des elfes. J'en vois beaucoup plus avec des vampires. Et en même temps, c'est aussi parce que les vampires, on s'adresse à une partie de la population qui est peut-être un peu plus fan de romance, quoi. Mais, puis dans leur comportement, ils ont un truc un peu érotique, tu sais, ils sucent le sang, donc tu vois, il y a ce truc aussi qui est beaucoup plus dans la chair, le partage. Le célèbre suçon de quatrième. C'est ça. Mais c'est vrai que l'immortalité, de façon de manière plus générale, ça offre aussi des histoires d'amour assez intéressantes parce que t'as toujours un des personnages qui a une fin. Contrairement à l'autre qui n'en a pas et qui est condamné. Il y a un manga, je vais pas citer le manga en lui-même parce que ça serait un gros spoil. Je vais juste vous raconter ce qui se passe et si vous le lisez un jour, vous comprendrez. On fait mais c'est de ça que Maxime parlait. Et si vous l'avez lu, normalement vous savez. Et si vous l'avez lu, là vous savez normalement. On le sait qu'à la fin en plus, hein, donc c'est pour ça que ça reste un spoil. Mais il y a un personnage qui est immortel, qui a une vie comme ça assez longue. Et en face, il est condamné à tomber amoureux d'une jeune femme qui, elle, se réincarne tout le temps. Et à chaque réincarnation, il tombe amoureux de cette jeune femme.
Et il est obligé, enfin je veux dire c'est une malédiction, il doit tomber amoureux d'elle de manière infinie. Il faut qu'il brise cette chaîne infinie et qui doit le condamner à ce désespoir de voir l'être aimé mourir inlassablement des centaines de fois. Ok, bon, et bien je n'ai pas lu ce manga car je n'ai pas deviné. Et ben surtout ne mettez pas en commentaire qu'on parle de Fairy Tail. Allez, on continue. On parle pas de Fairy Tail, Encore mais il y a de la fantaisie évidemment. Non mais oui aussi je parlais des 7 boules de cristal. C'est une clé d'immortalité ça, les 7 boules de cristal, parce que dans Dragon Ball il n'y a plus un personnage qui peut mourir maintenant. Ouais, c'est cheaté. C'est triste un peu cette immortalité là, enfin c'est triste, je sais pas. Est-ce que du coup ça enlèverait pas Si ça enlève le petit truc de il est mort, bah en fait on sait qu'il peut revenir, donc on n'a pas cette émotion de ce personnage fini et avec genre il va vraiment pas revenir. Ça n'existe plus dans Dragon Ball maintenant ça. Ouais, mais est-ce que c'est pas le cas pour tous les mangas où il y a des personnages immortels ? Non. Parce que dans Frieren, du coup, tu sais que. Mais elle peut mourir. Ouais, elle peut mourir. Non, mais ouais. si, elle peut mourir. Dragon Ball, ils ont cassé tout le game avec leur boule de cristal. Pourtant, ils en étaient servis dans le Dragon Ball première génération, on va dire, pour justement recréer de la dramaturgie de. Ah mais en fait tu peux être ressuscité qu'un certain nombre de fois, donc quand là tu meurs cette fois-ci c'est la dernière et tout. Tu meurs vraiment. Bon, sauf que en fait voilà il a recassé même, cette règle quoi. Même s'il était mort de toute façon on continuait de suivre ses aventures, donc pour nous lecteurs ça changeait pas grand chose. C'est ça que je veux dire aussi. Oui, bien sûr, on parle d'un... Oui, tu peux être mort mais toujours là quoi. Oui, c'est-à-dire t'es toujours là dans l'histoire. Comme dans comme dans To Eternity où finalement c'est un petit peu plus compliqué, mais ils sont d'une certaine façon là dans l'histoire en partie en tout cas. C'est comme Bleach, il perd ses pouvoirs mais tu sais que il va les retrouver quoi. Donc merci cette fausse fin qui sert à rien. Il n'y a aucun rapport avec l'immortalité là, on est d'accord. Non. Très bien. Alors revenons sur l'immortalité. Il y a aussi ces personnages, bien souvent c'est des méchants qui sont à la recherche, en quête d'immortalité. On pense à Orochimaru bien évidemment. Alors pareil, il voulait faire comme Frieren Orochimaru, il voulait apprendre toutes les techniques. Donc du coup il voulait devenir immortel. Donc tu veux dire qu'elle deviendra une femme elfe serpent. Mais pas les techniques toutes pourries. Lui il voulait du high level, rien à voir. Mais peut-être qu'elle deviendra la grande méchante de l'histoire de cette saga, on sait pas. Attends, mais il y a pas quelqu'un dans Naruto qui veut apprendre les techniques pourries? Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, je vais chercher. Peut-être, j'ai un doute. Je vais chercher. Mais après, t'as aussi Hohenheim, dont parlait Joe en entrée. Lui aussi, il est un peu comme Orochimaru, c'est un chercheur d'immortalité. Mais lui, tu vois, c'est pas forcément c'est pas spécialement un méchant. Hohenheim, c'est un personnage qui a un destin tragique par sa quête, parce que justement, sa quête n'est pas enviable. Il faut pas le faire, quoi. Mais parce que du coup, t'es quelque part un peu puni pour ça. Ils veulent savoir. Mais à la base, c'est plutôt une quête de savoir, une quête de curiosité intellectuelle, je dirais, plus que de pouvoir maléfique. De toute façon, dans les histoires, tous ceux qui cherchent en général la fameuse fontaine de jouvence, ce genre de choses, ils se retrouvent complètement maudits. Tu vois, dans le manga Seven Deadly Sins, tu as Ban par exemple, qui est immortel, invulnérable, increvable, etc. Ça reste une malédiction pour lui finalement. Donc ça va le suivre tout le long, et finalement ça te rend pas forcément un personnage, au contraire ça va rendre ces personnages plutôt antipathiques finalement. Même s'il y a des gens qui les aiment bien, mais... c'est parce qu'ils sont bizarres. C'est parce qu'ils aiment bien les bad boys. C'est ça. Vas-y. Oui, je voulais parler de Dieu, Johnny, donc tu peux prendre la parole à ce moment-là. Oui, parce que je pensais à Ryuku, le dieu Shinigami dans Death Note, parce que c'est vrai que lui t'as vraiment toi vous en parliez avec Im et la solitude, et souvent c'est un peu cette peur de l'immortalité, c'est d'être seul mais surtout de s'ennuyer, genre je veux pas être immortel parce que je vais me retrouver seul et puis je vais m'emmerder. Et Ryuk c'est vraiment ça, quand il balance la Death Note sur Terre, c'est parce que il sait pas quoi faire de sa vie, il veut passer le temps, et pour ça il veut voir les humains s'amuser un petit peu avec son jouet quoi. Et c'est vraiment, il fait vous êtes marrants les humains, allez-y tuez des gens, moi ça me fait rire. Et c'est vraiment ça, souvent tu le rapproches dans les fictions, c'est l'argument immortel, c'est pas si génial que ça, donc tu te dis t'es tout seul et puis tu t'ennuies. Surtout pour les dieux. C'est vrai que c'est vraiment la ritournelle des dieux, c'est vraiment l'ennui. Je vais jouer avec ces pauvres humains dont je vais me servir comme des petites marionnettes.
comme des pions. Voilà, c'est ça exactement. Mais ça reste des personnages intéressants, je trouve, les dieux en général dans le manga, parce que ils sont imprégnés aussi d'une certaine culture qu'on connaît pas forcément nous en France, qui est bien plus maîtrisée par les lecteurs japonais évidemment, mais qui offre aussi autre chose, un autre rapport aux choses et à la vie, parce que malgré tout nos cultures occidentales n'ont pas le même rapport à la mort et à l'immortalité qu'ont la société japonaise, japonaise, et donc ont les auteurs qui ont grandi dans cette société nous rendent la chose aussi autrement, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est autant intrigué par les mangas en général. Si on veut essayer de faire le tour, alors il y a d'autres personnages immortels, hein. Il y a sûrement des espèces de gobelins géants et autres créatures qu'on n'aura pas citées. Il y a aussi les récits de boucles, les boucles temporelles finalement, c'est des sortes d'immortalité mais temporaire. Bah ouais, c'est ça. C'est des immortalités en transit. T'es bloqué dans un truc mais effectivement, littéralement, tu es immortel dans ta boucle. Tu ne peux pas mourir. Tu meurs mais tu reviens. Au début. Le manga iconique pour ça, c'est All You Need Is Kill, dessiné par Takeshi Obata. Magnifique ce manga, en plus c'est en 2 tomes, ça se lit tout seul, et c'est un super titre qui avait été adapté en même temps en film moi, avec Tom Cruise. Le film est très cool aussi. C'est Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Et c'est pas la même fin du coup. Non, c'est pas la même fin, parce qu'ils sont partis du même bouquin, du roman, et en même temps ils ont fait le film et en parallèle le manga. Oui, c'est vrai que c'était en même temps, c'est vrai. Et donc du coup, alors peut-être que le manga est plus proche du roman qu'est le film, parce qu'il n'y a pas Tom Cruise dedans. Peut-être que Tom Cruise il a dit moi je veux que ça finisse autrement. Je sais pas si c'est lui qui a décidé. Mais... tu sais, Tom Cruise il décide de beaucoup. Il est producteur. Exactement, tu sais, Tom Cruise il a toute une équipe derrière lui. Hein. Il fait ce qu'on appelle des Tom Cruise movies, hein, donc c'est un peu lui qui décide quand même. Bon, finissons cette émission sur tous ces personnages immortels qui apportent beaucoup de choses. C'est vrai qu'on l'a dit pour Frieren, et il y a plein de choses qui vont sur tous ces personnages immortels et qui sont... Johnny a fait tomber son téléphone pendant que... J'ai fait tomber ma conclusion. Je n'aurais pas de conclusion pour ce soir. Ramasse-le pendant que nous on parle. Conclusion, Johnny, t'inquiète pas. Vous avez tout en direct là dans cette émission. Et donc je vous propose de faire un dernier mot. Donc je sais même plus ce que je disais. Merci, bravo Johnny. Sur ces personnages immortels et sur Frieren et ces mangas aussi, Robin, qui ont une cible éditoriale un peu plus large qu'habituellement. C'est toujours, en fait c'est vrai qu'on l'a un peu dit, mais c'est assez frappant de se dire que finalement Frieren c'est un shonen quoi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un manga qui est considéré comme un manga mainstream, enfin en tout cas adressé à un public qu'on veut le plus quasiment, enfin en tout cas la cible éditoriale la plus puissante quoi, on va dire. Oui, puisque de toute façon la cible éditoriale shonen c'est celle qui vend le mieux au Japon. Exactement. Et c'est fou quand tu penses à toutes les caractéristiques du manga dont on a parlé, le côté très fort et très dur de ces thématiques, le côté peu d'action, assez contemplatif, etc. Et moi je trouve qu'il y a un truc, alors moi c'est une espèce de théorie que j'ai en ayant, là j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc on verra si ça se vérifiera, mais moi ce qui m'a intéressé c'est que j'ai eu l'impression de lire, on avait fait une émission sur le shonen neketsu, qu'est-ce que c'est, et on avait un peu dégagé des codes, et dans l'un des codes du shonen neketsu c'est effectivement ce truc campbellien il y a un mentor, il y a un personnage de mentor qui va apprendre au héros de l'histoire, ou qui va le mettre sur la voie de devenir le meilleur, ce qu'on veut. Et ce que je trouve marrant dans Frieren, c'est que tu as l'impression de lire un shonen sur un mentor de shonen quoi. C'est-à-dire que Frieren elle est en train de devenir le personnage qui va initier d'autres personnages, et en fait on va, comme je disais, potentiellement ces personnages de sa nouvelle troupe vont eux-mêmes mourir, et il va y en avoir encore d'autres derrière, et en fait on va rester avec Frieren qui est ce mentor et qui va en fait porter le récit et porter finalement les valeurs principales du shonen, qui sont la transmission, le côté la partie initiatique, l'amitié, l'initiation et tout ça. Et en fait c'est marrant de se dire que ces valeurs-là ne seront plus portées par le héros du shonen, mais par le mentor quoi. C'est marrant parce que du coup on retrouve ça dans un autre manga qui sort au mois de mai, qui s'appelle Sakamoto Days. Ah oui. Et on est déjà. Oui, c'est vrai. On se retrouve avec un mentor en héros principal, en personnage principal. Rendez-vous dans 2 semaines, on parlera de Sakamoto Days. C'est une nouvelle tendance. Mais c'est vrai que d'habitude les mentors meurent
tous ces mentors qui meurent à chaque fois. Bah oui, parce que c'est une des étapes de l'initiation du héros, c'est effectivement d'abandonner. En fait, je voulais juste spoiler plein de gens qui meurent, mais je vais pas le faire. Ah, tu veux pas parler d'un manga qui vient d'être réédité, dont les 2 tomes sont déjà disponibles? Pas du tout, pas de Freeze, non, rien. Je voulais pas du tout parler de ça. Ah oui, alors moi je parle encore d'un autre. Oui, je sais, moi j'en parle d'un autre. T'as vu ça, petite rêve? Oh là là, on peut en placer plein. Non, mais moi je veux dire moins de choses que Robin. Moi je dis juste que c'est une ode poétique sur la vie et l'amitié, tout simplement. L'immortalité? Frieren. Ah oui, Frieren. Toi tu parles de Frieren. Mais après, l'immortalité, souvent dans l'histoire d'amour, c'est une ode à la vie finalement, une ode à l'amour. Et d'ailleurs, on suppute qu'il va y avoir de l'amour pour moi dans Frieren. C'est un peu évident. Ouais. Ah ouais, moi je. Si, moi pour moi. Non, parce que pour moi, dans les cas d'immortalité, je le répète souvent, l'amour c'est pas quelque chose de bon, ça fait du mal plus qu'autre chose. Mais c'est ça qui est beau dans l'amour. Bah, on a chacun nos théories. Écoute, c'est pas BDSM, mais. Mais Johnny l'est beaucoup. C'est pour ça que les récits de vampires où on se croque, ça c'est vraiment son truc. Oui, la bitlite, comme on dit. La bitlite, bien évidemment. Merci de nous avoir écoutés. On va parler tarification de manga la semaine prochaine. On va parler de prix, on va parler de monnaie, de flouze. Ouais, c'est moins contemplatif, c'est moins poétique, mais bon. C'est moins poétique. Et puis si vous voulez remporter des mangas Frieren, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. On vous laissera découvrir où c'est, comment nous retrouver. C'est à vous de chercher. On va pas tout vous mâcher, non plus, faut pas déconner. Merci de nous avoir écoutés. Puis on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao. Salut les coquinous.